Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre JT de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité. Vous l'avez peut-être manqué, voici ce qu'il ne fallait pas rater ces 7 derniers jours. Une semaine largement marquée par des affaires de justice, avec tout d'abord ce procès très attendu qui s'est ouvert lundi à Paris. Serge Letchimy, Didier Laguerre, Yvon Paquit et Max Bunot comparaissaient devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds. Pour le parquet national financier, il était question d'examiner les conditions de départ à la retraite anticipée dont avait bénéficié l'actuel président du conseil exécutif de la CTM. Au premier jour d'audience, ce dernier a contesté l'illégalité de la démarche. Le compte-rendu d'audience depuis Paris, signé Loïc Régis. En ce premier jour d'audience devant le tribunal correctionnel de Paris, Serge Letchimy a été entendu près de 1h30 à la barre. Initialement invité pour s'exprimer sur son parcours, il a voulu très vite s'exprimer et donner sa version des faits. « Je n'ai jamais fait de politique pour de l'argent, je ne me suis même pas enrichi, bien au contraire, dira-t-il. À aucun moment, ma probité n'a été remise en cause dans toute ma carrière. J'ai toujours été dans la transparence. Cette affaire m'affecte personnellement. » C'est un Serge Letchimy quelque peu piqué au vif, mais calme, qui s'est exprimé. La justice lui reproche d'avoir réintégré la mairie de Fort-de-France en tant qu'ingénieur territorial et d'avoir sollicité un départ à la retraite entre janvier et mars 2016, alors qu'il était encore député. Pour cela, il aurait reçu une pension d'un montant total approchant les 98 000 €. Le parquet national financier indique que ce cadre était incompatible avec ses fonctions de parlementaire. La ville était à l'époque accompagnée par la Cour régionale des comptes, qui avait d'ailleurs donné 2 avis défavorables au mandat émis pour une retraite de Serge Letchimy dans ces conditions. C'est aussi pour ça qu'Yvon Paquit, ancien premier adjoint, Max Bunot, ex-directeur général des services, et Didier Laguerre, maire depuis 2014, comparaissent également. Le conseil de ce dernier a déposé en ouverture d'audience une question prioritaire de constitutionnalité, une contestation d'une loi en vigueur écartée par le tribunal après une suspension de 30 minutes. Les 3 élus et le cadre administratif retrouveront la salle d'audience du tribunal de Paris mercredi en milieu de journée. Toujours en justice, ce verdict très attendu. Lundi après-midi, le tribunal de Fort-de-France a tranché dans le procès des 11 prévenus poursuivis pour le déboulonnage de statues en 2020. Tous sont repartis libres, 9 d'entre eux sont relaxés, 2 autres ont été reconnus coupables mais dispensés de peine. Voyez les précisions de leurs avocats. Les prévenus ont été relaxés et le tribunal a considéré que ces actes s'inscrivaient dans la liberté d'expression. C'est-à-dire que les personnes qui avaient été accusées d'avoir déboulonné les statues avaient commis un acte, si on considère qu'elles ont commis cet acte, qui s'inscrivait dans une action politique. La question qui était posée à la juridiction, c'est si condamner ces personnes ne serait pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Et la juridiction a considéré que cette condamnation serait quand même bien trop lourde au regard de la liberté d'expression. C'est une avancée majeure, c'est une décision historique, c'est une décision qui s'inscrit finalement au niveau de l'histoire et au niveau du droit. On a le droit et l'histoire qui se rejoignent et qui se rejoignent de la plus belle des manières. Très fière de la décision, je suis même fière du tribunal, je suis fière de nos clients. C'est vraiment une satisfaction d'avoir cette décision qui pour moi est historique. C'est très important qu'on ait pu reconnaître finalement que ces personnes ne méritaient pas d'être condamnées. C'est très important. Je pense que c'est important qu'on puisse se remettre en question, notamment l'histoire a été écrite, mais c'est bien qu'on puisse savoir vraiment ce qui s'est passé, qu'on puisse avoir la vérité et puis qu'on puisse se remettre en question en se disant que c'est pas parce que des choses ont été dites ou faites que c'était ce qui était bon. Donc le fait qu'on se dise on enlève ça, parce que ça n'a pas sa place dans notre histoire martiniquaise, c'est un message important, je trouve, et c'est très bien, c'est positif. Et toujours ce lundi, c'est un drame qui a été évité de justesse. À Saint-Joseph, une voiture a été emportée par les eaux dans la nuit de dimanche à lundi, alors que l'île était placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Le conducteur avait tenté de traverser le gué de Presqu'île. Fort heureusement, il a pu s'extraire du véhicule à temps. Un épisode qui rappelle l'importance de respecter les consignes de sécurité autour d'un cours d'eau en période d'intempéries. Un reportage de Louis Sabas. Une petite voiture quasiment submergée par les flots de la Lézarde après que son conducteur a tenté de passer le gué de Presqu'île à Saint-Joseph. L'incident, qui a mobilisé pompiers et forces de l'ordre au petit matin, ne fait aucune victime. Selon le communiqué de la mairie Joséphine, en coordination avec la gendarmerie, l'automobiliste est sorti sain et sauf de son véhicule avant que celui-ci ne soit emporté par le courant. Mais dans la matinée, l'image de la voiture sous les eaux n'a pas refroidi les plus téméraires, parmi eux des riverains
habitué au franchissement du gué. Quand j'arrive au niveau du gué, je regarde comment l'eau circule. Quand je vois que ça part dans tous les sens, c'est clair que je passe pas. Quand il a plu énormément, j'évite complètement de passer parce qu'on ne sait jamais. Donc je préfère faire le grand détour. Si le drame est évité de justesse, l'incident rappelle de ne pas oublier le respect des mesures de sécurité élémentaires aux abords des cours d'eau lors d'intempéries. La première des recommandations que j'aurais à faire serait de demander à toute la population de respecter lorsque nous sommes en vigilance. Nous avons déjà eu ce type d'accident en début d'année qui a été mortel pour 2 personnes. Donc nous souhaitons tous que ce genre de choses-là ne se reproduisent pas. Le danger principal, vous savez, l'habitacle d'un véhicule, il est difficile de s'extraire à partir du moment où le véhicule a été renversé, retourné et se retrouve coincé. Donc le niveau de l'eau peut monter. Donc il y a le risque de noyade qui est le plus important. Il y a le risque d'écrasement par rapport au véhicule si la personne tente de sortir. Donc ça c'est pour ne parler que des premiers risques, mais il y a tout un ensemble de risques qui découlent de ce type de situation. La voiture a été emportée par la rivière alors qu'hier la Martinique était en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Ce sont plus de 70 mm d'eau qui sont tombés dans la nuit de dimanche à lundi, dans le nord de l'île notamment. On peut voir sur les cartes qui sont ici les cumuls relevés au cours des dernières 24 heures et on verra que sur le nord de la Martinique, particulièrement, on a eu entre 70 et 150 mm ponctuellement. Les pluviomètres ont relevé 111 mm sur Font-Saint-Denis et 120 mm sur Sainte-Marie, ça en 24 heures. Le gros de l'épisode est tombé au cours de la nuit dernière et on a pu avoir autour de 90 mm sur au relief, donc notamment près de Font-Saint-Denis. Des précipitations qui n'ont rien d'exceptionnel en ce mois de novembre. Il convient donc de rester prudent. Selon Météo France, la Martinique devrait connaître d'autres épisodes pluvieux au cours des 2 prochains jours. Et sur une note bien plus légère, je vous propose de revivre le lancement en grande pompe d'Antje Cantikla au Diamant, un événement signé ATV qui vous propose de vivre plusieurs grands chantés Noël aux 4 coins de l'île. La première escale festive a eu lieu dans le sud, où de nombreux amoureux des ritournelles ont répondu présent. Musique Noël, Yom Sasa et les Troubadours ont mis l'ambiance. Regardez. Vous vous êtes déplacé en nombre samedi soir pour vivre notre, mais surtout votre premier chanté Noël d'ATV. Les groupes Troubadours, Yom Sasa et Musique Noël vous ont fait chanter et danser jusqu'à 23h. Une ambiance de folie qui a réuni plus de 2000 personnes sur la place des Fêtes du Diamant. Le premier pari d'un concert gratuit et d'un événement qui rassemble et réussit. Régine Germani, présentatrice de votre émission Antje PIA, ainsi que Loïc Régis, rédacteur en chef d'ATV, ont également participé à cette soirée festive à vos côtés. Une ambiance qui rassemble pour préparer les fêtes de fin d'année comme il se doit. Le public, venu en nombre, ne s'est pas laissé influencer par la météo et a pu profiter tout au long de la soirée. Et si vous avez manqué cette belle entrée en matière, le prochain Cantique d'ATV vous attend le 29 novembre à Saint-Joseph, en compagnie des mêmes groupes, pour chanter et fêter avec votre télé préférée. Et après cette parenthèse festive qui a illuminé notre week-end, retour aux enjeux nationaux avec un rendez-vous incontournable de la vie publique, le Congrès des maires. Plus de 10 000 élus réunis à Porte de Versailles à Paris pour cette 107e édition.
Ce mardi, les questions environnementales étaient au cœur des échanges, notamment en présence d'élus ultramarins. Loïc Régis. Repenser l'aménagement des territoires ultramarins en s'appuyant sur l'urbanisme bioclimatique. Quel rôle peuvent jouer les élus afin de favoriser des constructions durables ou encore quels enjeux face aux risques naturels? Voici quelques questions débattues ce matin lors de la 107e édition du Congrès des maires ici à Versailles. Des représentants de la Réunion ou encore de la Guyane ont pu présenter quelques exemples d'aménagement pour la ville de demain dans les Outre-mer. Penser à l'avenir peut prendre du temps, mais il faut aussi du temps pour bien faire les choses. La ville de Cayenne a élaboré un plan 2050 pour ses futurs aménagements. Santé publique, confort thermique ou encore sobriété énergétique sont au cœur de ce projet. Comment, au niveau de nos équipements, au niveau de la modernisation de notre ville, arriver à un équilibre entre tous nos savoirs ancestraux pour nos habitations et en même temps regarder l'avenir et la modernité avec assurance, avec des matériaux bioressourcés, avec une autre façon de gérer les eaux pluviales, réutiliser un certain nombre de ressources végétales pour donc limiter les îlots de chaleur et apporter, je dirais, davantage de caractère bioclimatique à notre ville capitale. Autre exemple présenté ce matin lors de cette conférence, celui de la commune de La Possession à La Réunion. De garder de plus de 100 000 arbres endémiques et indigènes. Pour répondre à la problématique du mal logement, un écoquartier a été créé en 2014. D'ici 2026, il devrait accueillir 5 000 nouveaux habitants. Le jardin créole tout autour, les vérandas, les brises soleil qui permettent d'avoir des protections solaires. Voilà, tout ça, on le remet au goût du jour avec des bâtiments qui, eux, vont être collectifs et qui vont permettre à plus de monde de pouvoir avoir un logement, notamment pour résoudre la crise du logement, mais en même temps d'avoir de l'espace qui reste planté avec des jardins partagés, avec de la végétation, avec des aires de jeu, avec des aires de loisirs, voilà, pour qu'on ait son logement, mais on ait aussi des espaces où se rencontrer, se retrouver avec les voisins. Tsunami, érosion, cyclone ou encore tremblement de terre, nos territoires font partie des plus exposés en France face aux risques naturels. Pour se tourner vers l'avenir, il y a bien sûr la notion de coût, mais aussi celle de normes à prendre en compte. Aujourd'hui, on est plus que jamais dans l'obligation de s'assurer que ces risques-là soient pris en considération dans les documents d'urbanisme, mais également dans le contrôle de ce qui est réalisé. Parce que si vous imposez un règlement d'urbanisme et que les gens font n'importe quoi par la suite, on risque de se retrouver avec des personnes sinistrées et avec des contraintes de prise en charge par les assurances. Donc on est vraiment dans une sorte de résilience de construction qui nous oblige à ne pas construire n'importe comment, mais à toujours faire attention à tous les risques pour protéger ceux qui vivent dans la maison. Des problématiques communes, mais avec des enjeux spécifiques à chaque territoire. Ce congrès des maires est aussi un moment pour faire le point et partager ses expériences. Et on poursuit ce journal avec un autre procès judiciaire marquant cette semaine. Le drame avait profondément choqué la cité Garifuna au Marin. Le jeune Nelson Williams était assassiné le 6 juillet 2019. L'auteur présumé, Menelik Surena, comparaissait devant les assises pour assassinat et tentative d'assassinat 6 ans après les faits. La deuxième journée d'audience était rythmée par le témoignage clé d'un homme présent lors du drame. Reportage. C'est une deuxième journée aux assises, pleine de nouvelles déclarations. Après l'audition ce matin du médecin légiste en charge de l'autopsie, vient le tour d'un témoin ayant assisté au drame au sein de la cité Garifuna au Marin. Il raconte en détail ce qu'il a vu en 2019. Le jeune homme explique qu'il était au courant du différend entre Menelik Surena et la famille Williams. Il décrit l'arrivée de Nelson ainsi que de son cousin Steven, puis celle de l'accusé. Il raconte avoir vu que la situation tournait mal, jusqu'au moment où il entend une détonation. La famille du jeune homme décédé est présente ce matin. Sa mère réagit à notre micro après cette matinée d'audience. Je suis partagée entre l'horreur de ce que je peux entendre, parce que les faits sont d'une extrême violence, la peine et la colère aussi, parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'entendre
que son fils a été abattu alors qu'il a supplié de ne pas le faire. C'est une exécution. Ce sont les termes qui sont ressortis en tout cas. Pour moi, c'est une exécution. C'est dur. C'est cruel. Après cette matinée, vient le tour de l'accusé de passer à la barre. Il déclare que Steven, le cousin de la victime, se serait approché dangereusement vers lui et ce serait à ce moment-là que Menelik Surena aurait sorti son arme pour tirer sur lui. Il explique également la genèse des différends entre le père du défunt et lui, un conflit qui ne se serait jamais arrêté. Il déclare regretter son geste, mais éprouve encore aujourd'hui de la rancœur. Honnêtement, alors c'est mon avis qui est purement subjectif, personnel, peut-être biaisé par la situation. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir un acte de terrorisme face à moi, où on a quelqu'un à terre qui supplie de laisser en vie. Il venait d'obtenir son diplôme, il allait entamer son master. Il n'a pas eu le temps d'apprendre qu'il avait eu son master. On l'a su 3 jours après les faits. C'est-à-dire que c'était un jeune homme plein d'avenir qui n'a pas eu le temps de mettre en œuvre ce qu'il avait à mettre en œuvre. Un jeune homme qui n'était que de passage dans cette cité du Marin et à qui on a demandé ce qu'il faisait là. Aujourd'hui, la famille de la victime souhaite prendre la parole et réclamer justice. Je me rends compte, je ne ferai jamais le deuil. Je ne pourrai pas. Ce n'est pas ce procès qui fera que. Par contre, j'ai besoin d'une peine. Je ne peux avoir que ça. Je ne peux pas avoir mon fils, malheureusement. J'ai besoin de cette peine. J'ai besoin d'une peine ferme, une vraie peine. Et on espère que vendredi, la peine, elle sera à la hauteur. Oui. Et en l'occurrence, on veut une peine à la hauteur du crime, certes, mais aussi assortie d'une peine de sûreté pour être sûr que cette personne va croupir en prison de longues années. Une peine de sûreté incompressible. Une peine qui sera prononcée ce vendredi, tout comme les réquisitions de l'avocat général. En attendant, le procès continuera dès demain matin avec l'audition d'un psychiatre, mais aussi d'un expert balisticien. Et Menelik Surena a finalement été reconnu coupable du meurtre du jeune Nelson Williams. Il a été condamné vendredi à une peine de 28 ans de prison, assortie d'une mesure de sûreté des 2/3. Il a également été reconnu coupable pour la tentative d'assassinat à l'encontre de Steven, le cousin de la victime. Et toujours ce mercredi, notre rédaction a abordé la question de comment adapter son alimentation lorsque l'on est atteint d'un cancer du sein. L'ouvrage Miam, la santé dans l'assiette, conçu par une diététicienne en collaboration avec l'association Amazon, se veut un outil clé pour les patientes en parcours de soins. Les explications dans ce reportage signé Jean-Marc Carteron. Ce sont des recettes de cuisine adaptées aux personnes qui sont en parcours de soins. Un atelier entre démonstrations culinaires et temps d'échange pour comprendre comment les recettes locales peuvent aider les femmes touchées par un cancer du sein. Autour des fourneaux, chacun cuisine, teste et interroge. Viviane, elle, apprend une méthode simple pour l'intégrer à son quotidien. J'ai appris plein de choses avec des produits que je n'aime pas du tout. Et le fait de les utiliser avec d'autres produits que moi j'aime bien, ça me fait les manger. Comme le gombo par exemple, j'ai horreur de ça. Mais le fait de le mettre avec des lardons de volaille, des choses, voilà, j'aime bien. Les recettes sont vraiment faciles. Franchement, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de compliqué. C'est nos produits de chez nous. Donc, écraser des tinets pour faire des gaufres, par exemple, ça n'a rien de compliqué. C'est réalisable. Si on sait passer quelques minutes dans sa cuisine, on peut tout faire. Diététicienne, nutritionniste, Livia Rosil suit au quotidien des patients en traitement. Elle a voulu transformer les recommandations nutritionnelles en recettes réalistes ancrées dans la culture martiniquaise. En cuisinant, je me suis dit, bon, on a tendance à laisser de côté les légumes pays, à ne les laisser pourrir. Je me suis dit, ben non, il faut les remettre au bout du jour. Donc, par exemple, le classique tiné morue, pourquoi pas le revisiter en gaufre, qu'on n'a pas le faire des croquettes de tiné avec la morue dedans. Le fouille à pain, quand il commence à bien mûrir, il est doux, on en fait un gâteau. Enfin, il y a plein de choses, il y a trop de choses à faire avec nos légumes pays pour les laisser de côté. L'association Amazon Martinique accompagne depuis des années les femmes touchées par un cancer du sein. Elle défend une approche globale du bien-être où l'alimentation fait partie intégrante du parcours de reconstruction. Alors dans le parcours de soins, ce livre peut être considéré en fait comme un outil d'information et puis une aide aussi à domicile pour pouvoir un peu reprendre ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont pratiqué au Nid Gabriel comme recette et pouvoir avoir à disposition le livre pour refaire les recettes à la maison. Ce livre veut montrer qu'une assiette peut devenir un soutien, un repère et parfois même une force. Deux nouveaux faits sanglants cette semaine sont venus alourdir un bilan déjà dramatique sur l'île.
Au Lamentin d'abord, un homme de 28 ans a été abattu dans sa voiture dans la nuit de mercredi. Son fils de 3 ans, également présent dans le véhicule, a été touché à la tête et a été transporté en urgence absolue à la MFME. Moins de 24 heures plus tard, c'est un homme de 33 ans qui a été tué par balle au Morne-Vert. Il s'agit du 35e homicide depuis le début de l'année. Le reportage au Lamentin de Dorian Cayouela. Il avait 28 ans. Hier soir, il a été abattu par balle dans sa voiture, sous les yeux de son fils de 3 ans. L'enfant, touché à la tête, se trouve toujours en urgence absolue. Ce matin, le Lamentin se réveille sous le choc. Je sens vraiment beaucoup d'insécurité. À vrai dire, il y a beaucoup de violences qui se passent en Martinique et c'est décevant de voir que tout près de nous, en tant que commerçants, que le danger se présente. Séparation. C'est carrément barbare quand même. C'est un enfant de gamin, un enfant de bas âge. Enfin, peu importe l'enfant, je sais pas, il faut pas être humain. Donc ça fait un peu peur pour l'avenir quand même, pour nos enfants. Moi je suis maman, donc là on se demande un peu où on va et moi j'aimerais bien savoir c'est quoi les backstage, quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait en Martinique. Parce que c'est triste, quoi. Que c'est pas normal, quoi. Parce qu'eux aussi ils peuvent perdre la vie à n'importe quel moment. Imaginez vous marchez là, quelqu'un veut vous agresser. Si vous n'avez pas d'arme sur vous, qu'est-ce que vous faites? Ils vous tuent et puis c'est tout. Voilà, des fois pour rien. Donc il faudrait prendre des mesures, quoi. Il s'agit du 34e homicide de l'année. La victime aurait été atteinte par une dizaine d'impacts sur une vingtaine de tirs. Une scène d'une violence extrême. Cette fois, un enfant de 3 ans figure parmi les victimes collatérales de ces violences qui continuent de gagner du terrain. C'est crescendo qu'on monte. Mais on attend quoi? On attend, c'est les gens qui décident là, les gens qui sévissent, les gens qui punissent, ils attendent quoi? Quand on rentre dans un stade de foot et puis on mitraille la foule, je ne sais pas moi, je suis démuni de réponse sur ça. Et à quel moment on va prendre en compte nos morts? Parce que je constate qu'aucun média au niveau national ne relaie ce genre de fait en Martinique, aucun. Donc ça veut dire que nos morts ne comptent pas. Nos morts sont des morts inutiles pour la nation, donc c'est la partie négligente. Sauf que c'est faux, parce que tout ce qui se passe en Martinique, c'est le laboratoire pour la France. Première arrivée sur place, les policiers ont été pris en charge par une cellule psychologique. Des faits d'une violence sidérante qui ne font qu'alimenter un sentiment d'insécurité toujours plus présent sur le territoire. Revenons à présent sur le dossier judiciaire qui a fait la une cette semaine. Après 3 jours d'audience dans l'affaire de la retraite anticipée de Serge Letchimy, les réquisitions du parquet sont tombées. Les demandes de peine à l'encontre des 4 prévenus vont de 2 mois à 2 ans de prison avec sursis, accompagnées d'amendes allant de 10 000 à 150 000 euros, ainsi que de potentielles peines d'inéligibilité. Le délibéré a été fixé au 19 février prochain. Les explications de Loïc Régis. Les réquisitions sont arrivées ici au tribunal correctionnel de Paris en fin d'après-midi. Pour Serge Letchimy, le parquet réclame 2 ans d'emprisonnement avec sursis simple, 150 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Pour Didier Laguerre, 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et là aussi 5 ans d'inéligibilité. Des demandes qui pourraient avoir de lourdes conséquences pour l'actuel président du conseil exécutif de la CTM et le maire de Fort-de-France, un véritable séisme pour le PPM. Pour les 2 autres coprévenus, le parquet financier réclame 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour Max Bunot et 10 000 euros d'amende. En ce qui concerne Yvon Paquit, 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende. Pendant 1h30, le parquet national financier s'est évertué à démontrer l'irrégularité des actes administratifs établis pour la réintégration de Serge Letchimy à la ville de Fort-de-France en vue de percevoir sa retraite en 2016 alors qu'il était encore député. En face, les avocats de la défense, très rigoureux, n'ont cessé de rappeler le droit, indiquant que selon eux, aucun principe constitutionnel n'avait été violé. À l'issue de ces 3 jours d'audience, les 4 prévenus se disent sereins. Personnellement, je suis extrêmement serein et il y a eu un débat pendant 3 jours, une audience pendant 3 jours, qui a bien démontré qu'il y a un enjeu incroyable, c'est qu'un parlementaire qui est en situation de détachement et qui veut prendre sa retraite parce que l'âge légal est arrivé, ça lui est refusé. Mais la plaidoirie qui a été faite par 2 avocats et le combat que nous avons mené, mais frontalement, parce que notre dignité a été mise en cause,
notre probité a été mise en cause et il s'agit pour nous de rétablir avec courage, détermination et de ne pas cailler. Il ne fallait pas surtout reculer face à qui que ce soit quand on met votre dignité en cause. Donc nous continuons le combat et on attend la décision qui sera en février de la justice, du tribunal, et à partir de ça, on verra ce qu'on fera. Maître Nicolas, avocat de Didier Laguerre, n'a pas mâché ses mots dans sa plaidoirie. Je dirais au parquet national financier qu'à un moment donné, il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Il parle même de l'ignorance et de la méconnaissance des textes de la part du PNF. Le PNF a produit son accusation qui tourne autour de la possibilité ou pas de réintégrer un député dans la fonction territoriale en vue de son départ à la retraite. On parle de détournement de fonds, il faut être clair sur ce dont on parle. On parle de 24 000 euros versés à Serge Letchimy, 13 000 euros versés aux organismes sociaux par la ville de Fort-de-France, le reste des sommes étant versées par des organismes d'État. Le tribunal, le parquet a fait son travail. Nos avocats ont expliqué notre interprétation des faits. Il faudra attendre le 19 février 2026 pour connaître le délibéré dans cette affaire. Les avocats des 4 prévenus martiniquais ont plaidé la relaxe. Que se passerait-il en cas d'incendie à la raffinerie de la Sarah ? Jeudi matin, un exercice grandeur nature a été organisé pour tester la réactivité des équipes. La simulation déclenchée vers 10h mettait en scène le débordement d'un bac d'essence et un feu de cuvette afin de vérifier la coordination et l'efficacité des interventions d'urgence. Jean-Marc Carteron a suivi l'exercice pour nous. Il est un peu plus de 10h quand la sirène retentit sur le site de la Sarah. L'alerte lance un exercice incendie du plan d'opération interne. Scénario du jour, débordement d'un bac d'essence, puis feu de bac et de cuvette. Un cas rare, mais plausible. Nous avons besoin de renfort personnel, donc c'est pour bloquer les accès. La Sarah mise sur une maîtrise rigoureuse des risques, ces équipes travaillant toute l'année à anticiper les situations les plus critiques. C'est très important que la liaison soit maintenue entre la cellule de crise, qui est plutôt côté bureau, et la cellule terrain. Et la communication est vraiment la clé pour avoir un état des lieux précis de ce qui se passe, des moyens qui sont déployés, et puis surtout des retours concernant les recherches des victimes. Parce que l'entraînement aussi, c'est pour nous de pouvoir réaliser un comptage précis pour savoir s'il y a des victimes potentielles. Très vite, les équipes internes se mobilisent. Les pompiers du site déploient les premières lances, sécurisent le périmètre et évaluent les risques immédiats. Leur mission, stopper le sinistre avant toute propagation. Ils s'appuient sur un entraînement régulier pour agir vite, coordonner les unités et assurer la prise en charge d'éventuels blessés. La stratégie, c'est d'abord éteindre le feu de cuvette et après s'occuper du feu de bac. Ce matin, j'ai la fonction du chef du poste de commandement avancé. Sa fonction, c'est quoi? C'est d'être au plus près de l'intervention et aussi de veiller à ce que ce qui est décidé en salle de PCX soit exactement ce qui est mis sur le terrain. Pour la direction du site, ces exercices sont l'occasion d'évaluer la réactivité des équipes et de renforcer en permanence le dispositif de prévention. Tous les mois, on fait de l'évacuation du personnel, on fait des causes régulières, c'est dans nos gènes, c'est dans notre culture sécurité par rapport à nos métiers. On a des personnels qui sont formés, qui sont compétents, qui sont entraînés. Donc je dirais naturellement, les personnes se mettent à disposition en cas d'événement. L'exercice doit maintenant être analysé en détail, une étape essentielle pour ajuster les procédures, renforcer la sécurité du site et garantir une réaction efficace en cas de crise réelle. 12 ans après la disparition de Magali Méjean, un rebondissement presque inattendu a défrayé la chronique ce jeudi. Un suspect âgé de 34 ans a été interpellé et mis en examen pour viol et meurtre. L'homme a été placé en détention provisoire. Le reportage de Louis Sabas. C'est un dossier criminel considéré comme gelé qui connaît un rebondissement subit avec l'arrestation d'un homme suspecté de viol et de meurtre dans l'affaire Magali Méjean. Les faits remontent au 17 novembre 2013 quand Magali Méjean, alors âgée de 28 ans, est portée disparue lors d'une randonnée dans le nord de l'île. Son corps sera découvert le 24 janvier 2014 au quartier Chalvet à Basse-Pointe. 12 ans plus tard, l'interpellation du suspect impliqué dans la mort de la Canaise crée une lueur d'espoir pour la famille Méjean, dans l'attente depuis 3 ans d'une avancée de ce dossier. Pour la famille, c'est d'abord une grande satisfaction
même si on sait qu'en réalité, même après 12 ans, tout commence. Puisque quand vous avez quelqu'un qui est mis en examen, vous devez attendre que l'instruction évolue, savoir quel sera son positionnement. Nous mettrons, en ce qui nous concerne, les parties civiles tout en œuvre pour sortir du tunnel et faire en sorte que la justice puisse passer si vraiment cette personne était reconnue comme le coupable de l'affreuse stratégie que la famille Méjean vit depuis maintenant près d'une douzaine d'années. L'arrestation ce jeudi du suspect intervient à la suite de la reprise du dossier par un nouveau juge d'instruction. L'individu serait âgé de 34 ans et défavorablement connu des autorités pour des faits de nature sexuelle. Mis en examen pour meurtre et viol, l'individu a choisi le silence comme défense lors de son passage en garde à vue et devant le juge d'instruction. Son avocat regrette que, dans cette affaire, le secret de l'instruction ait été brisé. Nous entrons dans ce dossier dans une phase d'instruction qui est couverte par le secret de l'instruction et vous l'avez constaté, parce que la loi l'autorise à violer ce secret de l'instruction, une loi autorise à violer une autre loi. Le procureur de la République s'est exprimé, mais moi je vais respecter la loi parce que la défense n'a pas le droit de violer le secret de l'instruction. Il faut peut-être que la loi change et que les parties, par leurs avocats, aient le droit de parler de ce qu'il y a dans le dossier au même titre que le procureur s'autorise à le faire. Cette avancée pourrait mettre fin à ce dossier criminel vieux de 12 ans et apporter des réponses à la famille Méjean. Avant de finir ce journal, coup de projecteur sur cet élan citoyen en faveur de la planète. L'opération Pays propre s'est tenue ce week-end, organisée un peu partout sur l'île. Cette initiative, lancée en 2010 par l'association Entreprises et Environnement, mobilise chaque année bénévoles, scolaires et salariés. Ce vendredi, lors du premier rendez-vous, près de 1300 participants ont permis de collecter 336 kilos de déchets sur le site de la Mangrove, aux abords de l'aéroport. Voyez les précisions face à la caméra de Dorian Kayouela. Action Pays propre afin de retirer le maximum de déchets ici à la Mangrove, derrière l'aéroport du Lamentin. C'est quand même désolant de voir beaucoup de déchets issus de nourriture. Se dire qu'on a fini de manger et on jette nos déchets directement dans la Mangrove, c'est quand même particulier. Beaucoup de bouteilles d'alcool, etc. Donc on peut s'amuser, faire la fête et respecter quand même la nature et éviter de jeter des déchets ici, quoi. On est très content d'aider à embellir la Martinique et à nettoyer ses bords de route. Des déchets de toute nature, beaucoup de plastique, pas mal de verre, beaucoup d'emballages de produits de consommation, quelques produits électroniques et on doit avoir pas loin d'une quinzaine de sacs là déjà alors que la journée vient de commencer. Aujourd'hui est une opération de sensibilisation du grand public et des entreprises à la propreté en Martinique et à la gestion des déchets aussi. On en profite pour discuter de sujets variés, rappeler que les choses sont faites correctement en Martinique. On a la possibilité de trier sur le territoire, que c'est fait. Et 28e édition depuis 2020. On en est à plus de 20 000 participants, 321 tonnes de déchets collectés. Événement organisé donc par l'association Entreprises Environnement en collaboration avec l'ODE. Et aujourd'hui, on nettoie 22 sites. Sur le week-end, on a 1300 personnes mobilisées. Donc entreprises, scolaires, aujourd'hui principalement les scolaires, particuliers et associations. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce journal. On se retrouve dimanche prochain à 19h pour un nouveau JT de la semaine. Et pour revivre tous nos reportages et suivre l'actualité, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. D'ici là, passez une excellente soirée sur ATV.